difficile de dire quel genre d'enfant je fus dans la mesure où je pense l'avoir été de manière très classique, comme d'autres enfants. Je suis né d'une famille africaine avec ce que cela suppose, disons, comme union familiale. J'avais un père et une mère qui ont couvé leur enfant. J'ai été à l'école. L'âge venu, j'ai joué au football aussi avec mes camarades de quartier, d'autant que j'habitais dans un quartier qui était assez cosmopolite. Il y avait des Blancs français, il y avait des Cap-Verdiens, il y avait évidemment des Sénégalais pure souche, comme on dit. Et c'est ensemble que nous avons construit un peu notre vie au quotidien. Il n'y avait rien de très particulier, sinon que à l'âge de 6 ans peut-être, selon une tradition solidement établie en Afrique, j'ai été donné, entre guillemets, à mon oncle, qui lui était à plus de 200 kilomètres de Dakar. Ce fut peut-être une période un peu compliquée, puisque quand on est arraché de la famille directe, même si c'est chez son oncle qu'on va, on est quand même, on ressent un peu pas de l'amertume, mais on ressent une sorte de manque. Et j'ai dû donc être élevé pendant 4 ans avec mes cousins. C'est peut-être le moment dans mon enfance que je n'ai pas vécu avec grâce. J'ai vécu ça relativement difficilement avant de revenir à Dakar. Pour entamer évidemment le cours secondaire de mes études. Là aussi, très compliqué de dire voilà l'événement qui m'a marqué, à vrai dire. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. J'aurais bien du mal, disons, à en tirer un seul et dire voilà l'événement majeur qui m'aura marqué. Non, je pense que dans l'ensemble, j'ai vécu cette enfance multiforme qui avait revêtu évidemment diverses formes et d'où on ne peut pas tirer, je dirais, un événement particulier. Si je dois peut-être parler d'un élément, c'est que nous étions effectivement dans la famille des musulmans. Et comme j'ai dit que ce quartier était très cosmopolite, il y avait pas mal de jeunes catholiques qui, pour le goûter, parfois, c'est vrai, mangeaient du porc. Et pour nous, c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, bon, quand il arrivait à l'époque, nous en goûtions. Si nous en goûtait, bon, les parents n'étaient pas contents. Il y avait tout un frère qui peut-être pouvait jouer au rapporteur, voilà. Mais sinon, non, je n'ai pas d'éléments particuliers. C'est pas tout à fait un village, c'est comment dire, le grenier risicole du Sénégal. Mon oncle était ce qu'on appelait à l'époque major, c'est-à-dire infirmier major. Il était au dispensaire et les gens l'appelaient docteur déjà, puisqu'il n'y avait évidemment pas de médecin à proprement parler. Et c'est lui qui faisait un peu office de médecin, office de pharmacien, office d'infirmier. Et oui, j'ai été chez lui donc à Richard Toll, je suis resté avec lui pendant 2 ou 3 ans. Ensuite, à Kaedi, en Mauritanie, où il avait été affecté, avant un retour au Sénégal, à Saint-Louis cette fois-ci, la deuxième ville du Sénégal. Donc bon, oui, c'était une période aussi. En fait, il ne s'appelait pas Jean-Paul. Hein. Je n'ai jamais su d'où c'est parti. Il s'appelait Mustapha. Hein, ça n'a jamais été comme nom Jean-Paul.
Les rapports que j'avais avec lui, c'était les rapports que tout jeune Africain pouvait avoir avec ce qu'on pouvait appeler son autorité. C'était lui le chef de famille, respecté de sa femme, respecté de ses enfants, donc respecté par moi. La discussion n'était pas courante entre lui et moi, elle était plutôt rare. Et se limiter, je dirais, au strict minimum, quoi, c'est-à-dire des nouvelles de l'école, peut-être des informations qu'il pouvait me donner, qui relevaient toujours du pratique, mais il n'y avait jamais de discussion, à vrai dire. Vous savez, les valeurs, ce sont des mots souvent qu'on utilise qui me paraissent galvaudés. Moi, je dirais que, par définition, la valeur est positive. La valeur n'a pas de couleur, la valeur n'a pas de pays, la valeur n'a pas de frontières. La solidarité, la fraternité, ce sont autant de valeurs. C'est vrai que souvent, notamment ici en France, ce mot est utilisé même par les hommes politiques pour parler de leurs valeurs, nos valeurs sont, nos valeurs sont. Et je me suis parfois un peu étonné en entendant des partis que je n'aimais pas du tout. J'ai le droit de ne pas aimer l'extrême droite. Quand j'entendais les représentants de l'extrême droite dire nos valeurs sont, je m'interrogeais sur ce mot. Et je me disais, mais s'ils ont des valeurs, que sont les miennes, que sont devenues les miennes. En Afrique, j'ai vu, lors des circoncisions des femmes, des gens parler de valeurs qui étaient propres. Ce qui, à mes yeux, n'était qu'une pratique traditionnelle. Parce que la pratique traditionnelle peut être négative ou positive. Ça n'a rien à voir avec une valeur qui, elle, par définition, est toujours positive. Donc, quelle valeur on a pu m'inculquer je pense que ça a dû être les valeurs que tous les enfants connaissent. C'est-à-dire, si on doit en parler de valeurs, c'était une forme d'éducation où il fallait presque faire une sorte de morale. C'était plus de la morale, voilà. C'est peut-être pas bon de mentir, c'est peut-être pas bon de voler, c'est peut-être, voilà, ce sont ces choses-là. Mais d'autres appellent ça l'éducation, mais l'éducation aussi, autre mot galvaudé, puisque vous pouvez voir deux frères issus d'une même famille ayant bénéficié, je dirais, des mêmes choses et qui peuvent avoir deux vies diamétralement opposées. Et pourtant, ils ont reçu la même éducation. Donc, je pense là que ce sont souvent des mots galvaudés qu'on aime bien, des mots qu'on dit et qui n'ont pas peut-être le sens qu'on veut bien leur prêter ou simplement qui n'ont peut-être pas de sens. Des bêtises à cet âge-là, je crois qu'on en fait toujours. Oui, bien sûr que je m'en souviens. Je me souviens de certaines bêtises que nous avions faites à l'époque, en nous rendant dans des champs qui appartenaient à des privés et en nous y glissant soit par des trous que nous créions, soit, je dirais, par le moyen, je dirais, d'escalader les murs, oui, pour essayer de prendre des fruits, pour essayer de prendre des choses dont on n'avait pas mécaniquement ou normalement besoin, mais le fait simplement de participer, je disais, à ces petits larcins était considéré à nos yeux comme un jeu. Voilà. Il faut faire bien le distinguo entre le temps où j'ai été chez mon oncle et le temps où j'ai vécu dans notre quartier. C'est pour un enfant toujours la belle vie, c'est toujours une vie sans soucis, c'est une vie, je dirais, où on n'a pas de préoccupations autres que le jeu auquel on s'adonne. Il n'y a pas, à vrai dire, je dirais, de soucis. Les seuls soucis que nous avions, c'est en faisant une bêtise et que nous était promis, qu'une leçon nous était promise, qu'une punition, voilà. Sinon, bon, pour le reste du temps,
c'était se lever, c'était surtout pendant les vacances, c'était se lever, c'était aller à la plage pour ceux qui avaient envie de nager, c'était pour les autres aller jouer au football, c'était ou d'autres sports, puisque nous avions cette particularité dans le quartier où nous habitions de ne pas seulement jouer au football, il y avait aussi le basket qui nous tentait bien, il y avait le handball, voilà, il y avait pas mal de petits jeux auxquels on s'adonnait. Ben, j'ai joué au football évidemment, bon, comme tous les jeunes de mon âge, même si j'avais une prédilection pour le basket, quoi, qui était pour moi peut-être un sport, euh, comment dire ça, moins violent, peut-être ce n'était pas tant la violence que je fuyais, mais non, le basket avait quelque chose qui m'attirait beaucoup plus que le football. Je sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi le basket, je ne sais pas. Mais je jouais aux deux. Je jouais aussi bien au football qu'au basket. Et à l'époque, beaucoup de jeunes de mon âge, et même peut-être plus vieux, étaient ce que j'ai appelé des omnisportifs. J'ai connu notamment des camarades de classe qui étaient aussi bons footballeurs que basketteurs, aussi bons nageurs que handballeurs. Ils faisaient tout, ils faisaient tout. Et c'est des gens précisément qui jouaient dans des clubs civils, dans les championnats nationaux, avec un égal bonheur. Ben, au Sénégal, ça n'existe pas. Ça a existé dans le sud du pays, du côté de la Casamance. Plutôt, il y avait des animistes hein, qui avaient peut-être une pratique surnaturelle particulière, mais il n'y avait pas ce type précisément, je dirais, de... le vaudouisme n'existait pas dans la mesure où, très rapidement au Sénégal, il y a eu certes le christianisme, mais aussi la religion musulmane. Et ces deux religions ont prédominé la vie sociale et locale au point d'occulter, je dirais, toute autre pratique qui ne fut pas, qui ne releva pas de ces deux pratiques. Donc, bon, on ne peut pas, à vrai dire, parler de ça. Et encore moins à moi qui crois très peu en ces choses-là. Et en cela, je suis un faux africain sans doute. Oui, comme on dit sous l'arbre à palabres, ben, cela relève aussi, je dirais, des conditions historiques dans lesquelles les Africains ont vécu. L'écriture y est venue très tard. Il y avait des pratiques qui faisaient que l'oralité en était, je dirais, un des vecteurs essentiels. Il y avait ce respect vertical qui partait du plus jeune vers les plus vieux. Et sous l'arbre à palabres, comme on l'appelait, effectivement, la parole du vieux était quasiment parole d'évangile. C'est lui qui jouait aux arbitres sociaux, c'est lui qui départageait quand il le fallait, qui partageait quand il le fallait, qui disait en tout cas la justice, pas forcément la vérité, mais la justice. Donc, l'oralité a pris une place prépondérante dans la vie sociale, dans la vie de société. Et du reste, il suffit de voir, même aujourd'hui encore, deux Africains quand ils se rencontrent, surtout d'un certain âge, les salutations d'usage prennent beaucoup de temps. Ce n'est pas seulement bonjour, bonsoir, c'est beaucoup plus que ça. C'est bonjour, bonsoir, certes, mais c'est s'enquérir des nouvelles, je dirais, de la famille, c'est s'enquérir des choses qui vont et qui ne vont pas. Ça peut prendre, je dirais, 5 bonnes minutes, là où peut-être en Occident, ça prendrait 15 secondes. Donc l'oralité, oui, a toujours eu son importance. Et puis il faut dire aussi que l'oralité n'était pas seulement mesurée à cette aune-là, il y avait aussi l'oralité que ce qu'on a appelé les griots ont élevé au niveau d'une institution. Les griots sont ceux qui ont su, sur le plan musical, sur le plan, je dirais, de l'artiste, ceux qui ont su toujours être des laudateurs,
qui ont su chanter les louanges, je dirais, de ce qu'on peut appeler, non pas leur maître, mais en tout cas des gens peut-être qui eux étaient un peu des possédants. Et les griots étaient dépositaires aussi, je dirais, souvent de l'histoire des communautés. Et cette fonction n'était pas vaine, n'était pas rien, puisque les griots, les vrais griots, étaient détenteurs de ce pouvoir de l'oralité qui pouvait leur permettre de démontrer peut-être une connaissance, non pas intellectuelle, mais en tout cas une connaissance historique réelle d'une communauté donnée. Bah, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut faire le distinguo. Euh, d'un, d'un pays à l'autre en Afrique, ça change. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, quand vous prenez le Cameroun, quand vous prenez certains pays d'Afrique occidentale française, pour que les citoyens se parlent et se comprennent, ils utilisent la langue du colonisateur, le français. Puisque chacun, effectivement, parlerait plutôt sa langue qu'on peut appeler une langue vernaculaire, une langue qui lui est propre et qui est propre à son village. Il y a une exception que le Sénégal connaît, précisément. Le Sénégal qui a une langue, le Wolof, qui est une langue très parlée, une langue parlée par plus de 90% de la population. Cela a donné au Sénégal une singularité. Outre le fait qu'à l'indépendance, lorsque l'indépendance a sonné, le Sénégal avait un État, parce que Senghor avait voulu qu'il en soit ainsi, mais en même temps, c'était une nation, État et nation, puisque cette langue Wolof était unificatrice. Elle permettait à tous les Sénégalais de se comprendre, de se parler. Et puis il y avait les chefs spirituels aussi, qui eux-mêmes tiraient tous dans le même sens. Ils parlaient de paix, ils parlaient de concorde, ils parlaient d'union, ils parlaient d'unité. Et la langue Wolof a servi de ciment à la société sénégalaise, au point du reste que dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on peut appeler parfois des guerres ethniques qu'on n'a jamais vues au Sénégal. Au Sénégal, lorsqu'il y a un regroupement de gens aux intérêts bien compris, ça tourne autour de la philosophie, autour de la politique, et non pas autour, je dirais, d'intérêts ethniques. Donc, ce qui donne aujourd'hui encore au Sénégal cette avance, cette petite longueur d'avance en tout cas, selon les normes démocratiques à l'occidental. Le Sénégal est un pays où la démocratie, telle qu'on l'entend ici, fonctionne plus qu'ailleurs. Bon, parce que précisément, très tôt, ça a pu être un État, parce que Senghor a voulu installer les structures d'un État, et une nation. Donc, la sémantique, je dirais qu'elle est diverse et variée selon le coin où on se trouve en Afrique. Je ne sais pas si ça fait si cela a été profitable au Sénégal, mais en tout cas, cela a permis à ce pays-là une plus grande stabilité que d'autres. Parce que l'Afrique a été parfois déchirée par certaines guerres tribales, guerres que nous n'avons pas connues au Sénégal. Parce que les gens se sont regroupés selon leur affinité politique, philosophique, et non pas selon leur affinité ethnique, contrairement à d'autres pays. Donc oui, le Sénégal, très tôt aussi, a su, a su être un État où on cohabitait pacifiquement, aussi bien le clergé catholique que le clergé musulman, même si c'est un pays islamique plutôt à près de 90%, mais son premier chef d'État était catholique. Et pourtant, cela n'a jamais choqué personne, cela n'a jamais gêné personne, parce que justement, il y avait cette union qui prévalait dans un pays où aussi beaucoup d'intellectuels, je dirais, se sont rapidement fait connaître, quoi. Bah, écoutez, les dérives intégristes, bon, aujourd'hui, on court plutôt au Sahel. Il y a des pays qui sont plus exposés que d'autres, le Mali, le Burkina,
Ce sont des pays, comme on dit, qui expliquent d'ailleurs la présence française dans ces endroits. Maintenant, l'intégrisme, vous savez, on est toujours l'intégriste de quelqu'un. C'est mon sentiment. En France, c'est vrai qu'on s'est, à juste raison, ému des actions terroristes, notamment qui ont eu lieu dans comment ça s'appelle encore, dans cet amphithéâtre à Paris, à Nice. Et ailleurs, il y a eu, c'est vrai, des actes relevant de la barbarie qu'on ne pouvait que condamner. De la même manière qu'on aurait dû, et on ne l'a pas fait, condamner les bombes qui étaient larguées par les puissances occidentales sur les populations arabes, notamment à Raqqa en Syrie, et qui n'ont jamais, je dirais, soulevé personne. Donc, il n'y a pas, je veux dire, de hiérarchie dans la barbarie. Hein, c'est barbare d'un côté, c'était barbare de l'autre côté aussi. Sauf que les détenteurs de l'information ont préféré d'abord parler de ce qui se passe à Paris et à Nice, davantage ce qui se passe à Raqqa. Donc c'est pourquoi je dis toujours, on est toujours l'intégriste de quelqu'un. Parce que tuer des enfants, des vieillards, des femmes qui sont enceintes, simplement parce qu'on dit mener une guerre, la guerre après, c'est à chacun les méthodes qu'il emploie. Hein, bon, on peut tout à fait déplorer les méthodes qu'emploient ce qu'on appelle les terroristes, mais je ne pense pas que le terrorisme individuel soit plus condamnable que le terrorisme d'État. Bon, à partir de quoi, aujourd'hui, oui, le Sénégal reste, c'est vrai, un pays moins exposé que d'autres, mais je pense que ce qu'on appelle les terroristes, s'ils voulaient véritablement s'attaquer à l'Afrique, l'Afrique n'a pas les défenses, les moyens de défense, je dirais, qu'on peut trouver dans un monde comme dans le monde occidental, c'est sûr. Ouais, vous savez, comme tous les jeunes, quand on est à l'école, surtout à la petite école, on pense bien travailler pour ses parents. On ne pense jamais à soi-même, on pense que quand on a une bonne note, c'est d'abord pour papa, c'est pour maman et qu'on mérite un cadeau. Je n'avais pas dérogé à cette règle-là. Pour le reste, j'ai arrêté mes études relativement tôt, puisque en troisième, j'ai dû arrêter mes études, sans jamais faire la seconde, la première et la terminale. Ce n'est que bien plus tard que j'ai fait le concours d'entrée en faculté que j'ai eu, donc, et que j'ai fait un peu de Sciences Po. Mais les études, à vrai dire, n'ont pas été chez moi une constance, quoi. Comme je dis aujourd'hui, je vois ma fille, très jeune, quand elle a de bonnes notes, c'est pas pour elle qu'elle a ces bonnes notes, c'est pour papa et pour maman. Elle mérite, dit-elle, un cadeau. Donc bon, j'étais un peu comme ça aussi. L'école, on n'a pas conscience, tant qu'on n'est pas au niveau de l'université, on n'a pas véritablement conscience que l'école, c'est d'abord pour soi-même. Et puis, vous savez, la philosophie populaire nous le dit bien indirectement quand elle dit que si jeunesse pouvait, et si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Bah, le déclic, vous savez, le déclic chez moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est fait, mais en tout cas, il s'est fait tout naturellement. Ça repose d'abord, de ma part, sur le refus de la médiocrité. Être médiocre, c'est donner l'impression de savoir et de pouvoir alors qu'on ne peut pas et qu'on ne sait pas. J'ai toujours visé, dans ce que je faisais, non pas, je ne dirais pas pompeusement l'excellence, mais en tout cas, ce qui est bien fait, ce qui est bien dit, j'ai toujours visé ça. Ce sont, chez moi, je dirais une ligne directrice. L'autre ligne directrice, c'est l'adoption en mon fort intérieur d'une vérité, c'est que on ne peut rien faire sans conviction profonde. Mais
là aussi, ce mot est souvent galvaudé par conviction, bon. Mais la vraie conviction, celle qui vous fait, celle qui équivaut largement, je dirais, à la certitude, et même peut-être parfois qui est supérieure à la certitude. Cette conviction, elle existe. Mais souvent, bon, les gens parlent de conviction là où il ne faut pas parler de conviction. Et l'autre mamelle de cette ligne directrice, c'est chez moi le principe. Avoir un principe. Mais un vrai principe doit avoir une contrepartie. Le principe qui n'a pas de contrepartie est un préjugé. Dire à son patron merde par principe, la contrepartie, c'est qu'il peut vous mettre dehors. Alors si vous lui dites quand même merde, c'est que le principe véritablement existe. C'est ça le vrai principe. Le principe a toujours une contrepartie. Alors, ma ligne directrice a été toujours d'aller le plus loin possible dans mes objectifs et dans mon projet, c'est la conviction. Et le principe me permettait de conserver ma dignité. C'était aussi une manière de voir peut-être la vie.